649 €, c'est le prix de cette machine. 4 têtes d'impression indépendantes, du multicouleur sans purge, du multimatériau et ça en une seule impression. Pourtant, elle coûte 250 € de moins que sa concurrente directe. Sur le papier, c'est simple, personne ne fait mieux à ce prix. Sauf qu'il y a un détail, le logo sur cette machine, Flashforge. Cette marque, elle a rien sorti de potable depuis, allez je vais être sympa, 3 ans. Cette société, elle est tout le temps en bas des classements de l'impression 3D. Et dans l'impression 3D, quand une offre a l'air d'être trop belle pour être vraie, c'est généralement qu'elle l'est. Alors j'ai fait ce que n'importe qui devrait faire avant de sortir sa carte bleue, j'ai passé une semaine à chercher le piège. Et spoiler, je l'ai trouvé, mais pas du tout là où vous pensez. Allez, c'est parti. Soyons honnêtes 2 secondes. Si je vous dis Flashforge, vous pensez à quoi? Eh bien, pour beaucoup d'entre vous, c'est bof. Et cet a priori, il sort pas de nulle part. Je vous fais un petit rappel des faits, mais Flashforge, c'est une marque chinoise, encore une, qui a été fondée en 2011. Et leur première machine commercialisée, c'était il y a une éternité, c'était en 2013, et elle s'appelait la Creator. Et entre 2014 et 2018, c'était franchement une des références du milieu. Et puis est venu 2022 et là Bambu Lab débarque et met une claque à tout le marché. Vitesse, écosystème, expérience utilisateur, tout le monde a dû suivre. Et le problème c'est que Flashforge n'a clairement pas suivi. On avait un slicer maison qui était pourri, on avait des machines datées, un écosystème qui était restreint. Bref, en 3 ans, la marque elle est passée de pionnière à carrément suiveuse. Donc quand ils ont annoncé la Creator 5, qui est la 5e génération de leur toute première machine, et ça 13 ans plus tard, quand ils nous ont dit que la machine était à 649 € en étant multitête, eh bien ma première action, c'était la méfiance. Une machine à 4 têtes, au prix pourtant d'une machine à 1, avec une marque en perte de vitesse. Et donc ma question durant cette review, c'était de savoir ce qu'ils avaient sacrifié. Et là, je vous préviens, la réponse, elle m'a surpris moi-même. Première surprise dès le carton, la finition. Je m'attendais à du plastique super cheap, des ajustements approximatifs et voir direct les petits défauts qui trahissent la qualité de la machine. Et bien là, rien de tout ça. La machine paraissait aboutie, propre, sérieuse. Là, je me suis direct dit que Flashforge venait clairement de monter d'un cran. Et c'est peut-être exactement la machine qu'il leur fallait pour enfin rejouer dans la cour des grands. Le montage, 20 minutes chrono, simple, guidé, bien pensé. Plus simple par exemple que la Snapmaker U1. Sa très grande rivale. Mais je vous reparlerai de cette machine. Ensuite, la calibration, 40 minutes, c'est un peu long, mais on va le dire qu'on est censé le faire qu'une fois. Ça nous donne au moins le temps d'aller faire un café. Ensuite, l'écran et l'interface, là c'est lisible, réactif, bien fini. Ok, on n'est pas sur des niveaux des leaders du marché en termes d'UX, mais on est clairement à des années-lumière de ce que Flashforge faisait avant. Bon, pour le moment ça commence super bien, mais il y a déjà eu un petit incident. L'incident des bobines. Les supports de bobines sont sûrement le truc le plus cheap de cette machine. Il n'y a pas de roulement, les supports ils sont étroits et on a l'impression que les bobines menacent à tout moment de tomber. Et moi en plus confiant, j'ai survolé le manuel et j'ai tout simplement monté les supports à l'envers. Résultat, j'enchaînais les échecs d'impression, je me triturais le cerveau en essayant de comprendre d'où venait le problème, chercher des trucs compliqués, je me disais que Flashforge nous avait encore sorti une bouse et la moralité, le problème était juste sous-mondé. Donc vraiment, lisez le manuel. Non, plus sérieusement, il y a un détail du quotidien que j'ai adoré. Le chargement du filament. Là ici, on n'a pas besoin de faire chauffer la buse, on appuie simplement sur le levier de coupe et on tire la bobine. Et on peut le remettre en 10 secondes. Ok, ça a l'air de rien dit comme ça, mais je vous assure que quand on change des filaments des dizaines de fois par semaine, et bah là, c'est un vrai confort. Et pour finir sur le hardware, on a des buses en acier trempé, montées d'usine, et à 649 €, ça a le mérite d'être souligné. Parlons maintenant du morceau central, le système Flash Swap. D'abord, le contexte comme toujours. Les deux grosses tendances du marché, c'est évidemment des plateaux toujours plus grands, mais surtout toujours plus de têtes. Bon, cette Flashforge n'a pas agrandi son plateau, on est sur du 256-256, c'est vraiment la norme, mais ils ont ajouté des têtes. Et ça, c'est une réponse directe à la Snapmaker U1. Le concept, on a en fait 4 têtes d'impression qui sont complètes et actives. J'ai bien dit 4 têtes. Là, je ne vous parle pas d'un système type AMS qui va pousser 4 bobines vers une seule buse. Ici, chaque tête a sa buse, son filament et sa température. Et elle se relaye sur un chariot pendant l'impression.
la fixation de tout ça se fait via 2 pins et un aimant. On clipse et c'est en place. C'est simple, presque bête, mais ça marche. Et est-ce que c'est le système le plus raffiné du marché? Non. Snapmaker, son concurrent direct, fait un poil mieux sur ce point précis. Mais encore une fois, promis, je reviendrai sur le duel Snapmaker U1 versus Creator 5. En tout cas, ce système s'installe en quelques secondes et depuis que j'ai la machine, ça n'a pas bougé. Et côté chiffres, la machine, elle coche toutes les cases d'une machine en 2026. 600 mm/s de vitesse de déplacement, 30 000 mm/s carré d'accélération, donc ça c'est pas mal. Et on a un débit max de 32 mm3. Attention par contre, petite subtilité du marketing au passage, 600 mm/s affiché en gros sur la fiche produit, c'est la vitesse de déplacement. La vitesse d'impression réelle, malheureusement, elle sera plutôt plafonnée aux alentours des 500 mm/s. Et encore une fois, ces chiffres-là sont très bien, c'est le standard actuel. En fait, ici, ce qui va vraiment rendre la machine rapide, c'est ces 4 têtes d'impression. Et ça pour 2 raisons. 1, vous pouvez faire du multicolor sans purge, ou quasiment. Normalement, si vous avez un système monobuse, vous devez purger l'ancienne couleur à chaque changement. Et ça va vous prendre des dizaines, voire plutôt des centaines de grammes qui vont directement aller à la poubelle. Ici, comme on change simplement de tête et non de couleur, on a beaucoup moins de déchets et surtout, c'est beaucoup plus rapide. Deuxième point, si vous souhaitez faire du multimatériau, et ça, je vous parle de vrais multimatériaux, chaque tête va garder sa température et son réglage. Donc on peut avoir une tête pour du PLA, une tête pour du PETG et une autre tête pour du TPU. Et ça, tout ça sur la même pièce. Donc on gagne encore une fois parce que la machine n'a pas besoin de se régler. Précision au passage, la Creator 5, vous l'avez vu depuis le début, c'est une machine qui est ouverte. Vous serez donc malheureusement limité sur le triptyque classique, PLA, PETG, TPU. Si vous souhaitez faire des matériaux techniques, là, il faudra passer sur sa grande sœur, la Creator 5 Pro. Là, cette machine, en fait, elle a une caisson qui est fermée et une chambre chauffée. C'est la seule différence entre ces deux modèles. En tout cas, gardez ça en tête pour la fin. Allez, on commence par le premier test, le Benchy fourni par la machine. Bon là, évidemment, rien à signaler, c'est très propre. De toute façon, ça a été ultra paramétré par le fabricant. Donc clairement, pour moi, ce type de test ne prouve plus rien aujourd'hui. Non, le vrai premier test que j'ai réalisé, c'est le renard à 4 couleurs. Le tout avec une hauteur de couche de 0,12 mm. Ça m'a pris 2 jours d'impression et surtout 2000 changements de couleur. Bilan, 0, pas 1 gramme de poupe. Pour vous donner un ordre de grandeur sur la même impression sur une machine monobuse, je vais vous prendre par exemple la D5X du même fabricant, et bien là ça nous aurait pris environ une centaine de grammes de déchets d'après le slicer. D'ailleurs, sa Flashforward nous le dit sur sa fiche produit, ils nous vendent la machine comme 500 fois plus rapide qu'une machine classique sur du multicouleur. Mais bon, là dans le cadre de notre renard, on est plutôt sur du 2,5 fois plus rapide. Après, ça dépend le type de pièce, le type de changement de couleur que vous devez effectuer. En tout cas, il n'y a pas de débat, c'est plus rapide et plus économique. La promesse, elle est tenue. Enfin presque, car à 2 heures de la fin de mon impression de 48 heures, la tour de purge de ma machine s'est décollée de mon plateau et a en fait provoqué un décalage de couche. Ça nous a permis de tester les problèmes en live. Le très bon point, c'est que la machine, elle a immédiatement détecté le problème et s'est arrêtée toute seule, donc ça trop bien. Mais au moment de la reprise, eh bien la buse, elle a foncé droit dans notre modèle et elle est venue se planter à l'intérieur. Fin de l'histoire. Quasiment 2 jours d'impression pour finir à la poubelle. Bon, qu'est-ce que ça nous apprend tout ça? Eh bien qu'un des talons d'Achille de cette machine, c'est la tour de purge. Sur une impression de 48 heures, c'est elle le vrai maillon faible. Et si elle lâche, tout lâche. Donc vraiment, soignez son adhérence avec le plateau, réfléchissez bien à la position, ayez un plateau qui est nickel pour éviter que cette dernière se décolle, c'est vraiment important. Après, est-ce que c'est rédhibitoire? Non. Est-ce que c'est arrivé au pire moment possible? Évidemment, comme toujours. Bon, maintenant, intéressons-nous à la qualité d'impression pure. Et pour ça, j'ai fait le toaster test. C'est un test qui est désormais bien plus parlant que le Benchy parce que c'est bien plus compliqué. Là, ça m'a pris 6 heures. Je l'ai évidemment fait en PLA. On était avec des hauteurs de couche de 0,2 mm. Et le verdict, il est vraiment très correct, à part sur la fin, qui a raté. Mais sinon, les engrenages fonctionnent très bien. Les marches sont pareilles, sont très clean. Il y a simplement là cette partie qui est un peu dégueu. La buse est venue baver sur la pièce. Donc je dirais qu'elle est globalement réussie et qu'elle correspond en tout cas au standard actuel en termes de qualité d'impression. Mais moi dans cette vidéo, le vrai test que j'attendais, c'est celui-là. J'ai modélisé cette pièce sur Fusion 360
et j'ai fait exprès de l'imprimer en 4 matériaux et ça sur la même pièce. J'ai utilisé du PLA, du PETG, du TPU et du PETG carbone. On est donc sur 4 matériaux avec 4 températures d'impression différentes. Ça m'a pris 17 heures et d'ailleurs petit conseil d'impression 3D au passage, utilisez des supports en PLA sous du PETG. Le PLA et le PETG n'adhèrent pas entre eux. D'habitude c'est évidemment un problème, mais ici ça a été une arme. Mes supports ils ont pu se détacher super facilement à la main sans effort. Et j'ai quand même une qualité de surface nickel en dessous de ma pièce. Et ça, ce type de pièce avec ce type de qualité, c'est évidemment impossible à faire sur une machine monobuse. Résultat, l'impression elle s'est passée sans accroc. Les changements de tête étaient rapides, étant donné que ces dernières sont actives, on n'avait aucun temps d'attente entre les temps de chauffe et le rapport qualité-temps d'impression est vraiment bon. Et honnêtement, c'est ce test qui m'a fait basculer. Le multicouleur, c'est sympa, mais le multimatériau bien exécuté, pour du proto ou pour de la pièce fonctionnelle, ça c'est la vraie valeur de cette machine. Alors, est-ce que tout va bien avec cette machine? Non. Je vous avais dit qu'on ferait une review qui serait honnête. Et voici la liste, disons, des points d'amélioration. Numéro 1, il n'y a pas de bac de déchets. Aucun. Toutes les purges et les bouts de filaments, même s'ils ne sont pas nombreux, tombent au fond de la machine. Et je vous assure que dès le premier Banshee, c'est le bazar à l'intérieur. Et ça, je trouve ça bizarre qu'en 2026, une machine multitête ne prévoit pas un bac de récupération. Franchement, je comprends pas, c'est pas très compliqué à faire. 2, j'en ai parlé au début, mais c'est les supports de bobines. Je les trouve vraiment super cheap, il n'y a même pas de roulement à billes. Et en plus, les cons comme moi se trompent au montage, donc franchement, c'est relou. 3, la machine, elle est quand même un peu bruyante. Je dis un peu bruyante, pas insupportable, mais ça sera compliqué de bosser toute la journée à côté de cette dernière. 4, et ça c'est plus sérieux, à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a pas de pièces détachées qui sont disponibles. Et d'après les échos que j'ai eus, ça devrait arriver fin juillet, début août. Et donc en attendant, si vous avez de la casse, la seule solution c'est de voir avec le SAV de Flashforge. Donc comme toujours, faudra prendre son mal en patience. Et ça clairement pour un usage de loisir, c'est juste relou, mais si vous avez un usage pro, c'est un vrai problème. 5, c'est les retours de la communauté. Actuellement, les profils d'impression sont pas top. On va dire que c'est le début. Certains nous remontent aussi des soucis de nettoyage de la buse et également des problèmes d'accumulation de plastique autour de la buse. Et ça, si vous avez ça, vous pouvez avoir tout un tas de problèmes d'impression. Et dernier point, et ça peut vraiment être bloquant, c'est le firmware. Sur la partie suivi du logiciel, Snapmaker, son rival direct, est quand même plus en avance étant donné que ce dernier a fait ses preuves. Donc à mes yeux, le gros point d'interrogation, ça sera sur le long terme au niveau du suivi logiciel pour la machine. En soi, aucun des défauts que je viens de vous citer n'est un scandale. Mais mis bout à bout, ça nous rappelle un truc. C'est quand même une V1. C'est la première machine multitête de Flashforge. Et donc des défauts de jeunesse, c'est quand même un petit peu normal. Parce que oui, l'éléphant dans la pièce, c'est elle, la Snapmaker U1. Je vous en ai un peu parlé tout au long de cette vidéo, mais c'est en fait la concurrente directe. Cette machine, c'est le même concept, c'est la même cible. Et on avait d'ailleurs fait il y a quelques mois une review, je vous la mets juste là, qui était, ma foi, assez élogieuse. Sur le papier, c'est le même plateau, 256-256, une vitesse annoncée par la marque qui est similaire, une architecture qui est similaire, un slicer maison dans les deux cas, qui sont basés sur Orca, un niveau de finition qui est équivalent, et une expérience écran équivalente. Je donne quand même un point pour la Creator, l'écran de cette dernière s'oriente. Bon, c'est anecdotique, mais je le note. L'installation, je l'ai trouvé plus simple et plus rapide sur la Creator 5. Et la qualité d'impression, franchement, c'est quasiment du kiff-kiff dans mes différents tests. À la limite, le changement de tête est un poil mieux pensé chez Snapmaker. Et puis, la vraie différence, c'est quand même le prix. La U1, elle est autour des 900 € pour une machine qui imprime PLA, PETG, TPU. La Creator 5, je vous l'ai dit, elle est à 649 €. Donc sur le même terrain de jeu, on a quand même 250 € d'écart pour vraiment quelque chose de très équivalent. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est que pour environ 930 €, soit 30 € de plus que la U1, et vous pouvez acheter une Creator 5 Pro. Et là, c'est la même machine, sauf que comme elle a un caisson fermé et une chambre qui est chauffée, et vous pouvez attaquer les matériaux techniques. Et là, la différence se creuse vachement. Mais comment Flashforge arrive à ces prix ? Eh bien, mon hypothèse,
ils sont arrivés après. Ça fait qu'ils essuient quand même moins de plâtre, il y a moins de R&D et surtout ils ont pu corriger ou retravailler certains problèmes de la concurrence. Donc pour une fois, leur retard est en fait devenu un avantage. Et cette différence, c'est nous qui l'empochons. Alors, je vais le dire, même si c'est pas l'avis le plus populaire, à choisir entre les deux machines, en gardant cette différence de tarif, je pense que je prendrais quand même la Creator 5. Avec une grosse réserve, toujours la même, la fiabilité sur le long terme. Est-ce que le firmware va suivre? Et là, pour le coup, Snapmaker part quand même avec un peu d'avance. Bon, comme toujours dans les reviews, on vous annonce le gagnant de la machine de la précédente review. Bon, cette fois-ci, le gagnant, il va devoir être pas mal bricoleur, parce que cette machine a quand même beaucoup de défauts. Ça s'affiche juste là. Je sais pas si je dois te dire bravo. Et en tout cas, si vous souhaitez de faire comme lui et tenter de remporter la Creator 5, c'est super simple. Il faut être abonné, liker et commenter cette vidéo. Comme ça, nous, on sélectionne un gagnant pour la prochaine review. Revenons donc à la question de départ. Est-ce que ces 649 € cachent un piège? Eh bien non, mais ils cachent des défauts de jeunesse. Nuance. Donc à qui je recommanderais cette machine? Eh bien aux makers qui veulent faire du multicolore sans se ruiner et sans jeter des bobines entières. Ça peut être vraiment pratique pour ceux qui font du proto ou de la pièce fonctionnelle en multimatériaux. On l'a vu, ça marche très bien. Après, par contre, vous êtes limité encore une fois aux matériaux basiques. Et je la recommande évidemment à toutes les personnes qui voulaient acheter une U1, mais qui la trouvaient quand même un peu chère. Après, évidemment, je la déconseille à certains profils. Si vous visez des matériaux techniques, là, vous passez directement à la Creator 5 Pro. C'est clairement elle qu'il vous faut, il n'y a pas de débat. Et si vous souhaitez utiliser cette machine dans un cadre professionnel, là, c'est pas une bonne idée à mon avis. Il y a encore la question de la fiabilité sur le long terme qui se pose. Et au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a pas de pièces détachées possibles. Donc acheter ce genre de machine dans un cadre professionnel, ça peut vite être une galère. Après, ce que je vous dis là aujourd'hui pourra évoluer d'ici quelques mois. Ça serait intéressant de refaire le point. En tout cas, on peut dire que cette Creator 5 ne révolutionne rien. Elle ne fait ma foi rien d'exceptionnel, sauf pour autant l'essentiel, et elle le fait bien au juste prix. Et ça, ce genre de belle machine, chez Flashforge, on l'avait pas vu depuis bien longtemps. Ça fait plaisir de voir cette marque qui est quand même pionnière dans l'impression 3D, de revenir dans la cour des grands. Donc j'ai hâte de voir la suite. Est-ce que la marque va continuer à se ressaisir et nous sortir de plus en plus de bangers, ou finalement c'était un peu le chant du cygne avec le dernier modèle potable de Flashforge pour continuer à s'enfoncer avec des machines mauvaises. Mais bon, je suis quelqu'un d'optimiste, donc on va dire qu'on part sur la solution 1.